Rebonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent virtuellement en live streaming. Merci de nous accueillir chez vous. Alors pour me représenter, je suis Shimon Jagello, je suis le correspondant du magazine Forbes Afrique à Bruxelles. Comme vous avez vu dans les tables rondes précédentes, dans la séance introductive, nous avons eu des témoignages, des expertises intéressantes. Nous avons parlé des thématiques telles que le patrimoine, la nécessité de développer le partage des compétences et des connaissances. Et aussi nous avons eu un témoignage d'un jeune, Zine, qui a été vraiment un exemple, si vous voulez, de la mobilité. Et alors, en amont de ces tables rondes, j'ai été un peu regardé à droite et à gauche des analyses. Et il y en a une en particulier qui m'a semblé assez évocatrice. Comme vous le savez peut-être, semaine prochaine à Bruxelles, il y aura un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et en amont de ce sommet, la Fondation Afrique-Europe a fait un sondage auprès des jeunes de 18 à 35 ans en leur posant une question toute simple. Quelles sont les thématiques les plus importantes que les dirigeants qui vont se retrouver à Bruxelles devraient aborder pour avoir un développement et qui sera un gain pour la société? À ma grande stupéfaction, l'une des trois thématiques les plus importantes qu'il semblait pour les jeunes d'important aborder est justement la mobilité. Cette mobilité que nous allons attaquer ici dans ce panel, cette mobilité positive, faut-il un nouveau développement pour la jeunesse en Méditerranée? Et c'est de ça que nous allons débattre. Quels sont les défis associés? Quelles sont les opportunités à saisir? Quels sont peut-être les risques aussi associés? Parce que peut-être il y en a aussi. Et j'aurai le plaisir de partager ce panel avec 4 modératrices, 4 intervenantes, que j'aurai le plaisir ici de présenter. Mais juste avant, je voudrais dire que ce panel a lieu grâce à la contribution et au concours d'organismes ainsi que de partenaires. Je voudrais les citer. Il y a Aix-Marseille Université, la ville de Marseille qui accueille ce forum des mondes méditerranéens et enfin le Centre pour l'intégration en Méditerranée. Alors sans plus attendre, sans transition comme on dit à la télé, je vais présenter Madame Mazzella, qui est directrice de recherche en sociologie et responsable scientifique et technique de l'Institut des sociétés en mutation en Méditerranée. Merci d'être parmi nous. Ensuite, j'ai Madame Dora Ben Alaya, qui est enseignante chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Tunis El Manar. Merci d'être parmi nous. Madame Catherine Sabri, coordinatrice générale de l'association Bokra Sawa, j'espère que je le dis bien. Et enfin, parce que nous donnons aussi quand même place à la jeunesse, nous avons ici, par l'intermédiaire de Madame Camilla Rojo, qui est une étudiante issue du réseau TETIS auprès de l'ex-Université Marseille, la possibilité d'entendre votre voix, qui est très importante. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Alors, avant peut-être d'entamer le sujet, je voudrais faire un petit état des lieux. Je voudrais m'adresser à vous, Madame Mezzella. Au cours des 20 dernières années, vous m'avez cité que la mobilité des jeunes entre les pays du bassin méditerranéen a pris une nouvelle tournure. Comment a-t-elle évolué? Oui, c'est important de rappeler que cette mobilité de la jeunesse de part et d'autre de la Méditerranée s'est fortement diversifiée depuis une trentaine d'années, par sa nature, par ses destinations. Alors, comme il en sera question dans les débats, je pense que, et en guise d'introduction, en quelque sorte, il est important de rappeler que derrière le terme jeunesse, il y a des situations et des profils très différents. Il en sera question, jeunes étudiants, jeunes travailleurs, jeunes engagés dans des missions civiques ou encore, parce que c'est une réalité. Vous avez raison de les citer parce que je voudrais quand même inciter les gens à revoir la séance introductive. Vous avez les témoignages de jeunes poignants qui sont, comme vous dites, issus de milieux d'horizons différents. Il y a des gens qui ont réussi la mobilité, qui ont étudié dans divers pays. D'autres qui étaient plus en situation de décrochage, mais qui ont montré une motivation de vouloir se réinsérer par eux-mêmes et grâce à des outils d'accompagnement. Donc effectivement, vous faites bien de citer ces profils variés que vous venez de mentionner. Avec aussi des motifs qui sont très variés, et on le verra aussi sans doute dans les débats, et qu'il est difficile souvent de départager, motifs socio-économiques, motifs politiques, motifs éducationnels, des motifs qui font que parfois ce départ est motivé sous la contrainte, parce que à la suite de persécutions, cela arrive. Et puis aussi, cela a été évoqué lors de la dernière table ronde, et bien des motifs, j'allais dire légitimes et tout naturels de quand on est jeune et jeune adulte, de découvrir le monde, de s'engager dans l'aventure pour découvrir d'autres cultures, et c'est très important de le rappeler. Alors, cette
mobilité, quand on regarde en France les motifs de cette mobilité en parcourant les titres de séjour et les motifs qui sont mentionnés dans ces titres de séjour, eh bien, on s'aperçoit que cette mobilité, eh bien, c'est une mobilité du regroupement familial, une mobilité pour les études, une mobilité pour les questions humanitaires, et que la mobilité de travail, elle vient en 4e position. Alors ça, c'est important de le rappeler parce que cette mobilité, et les motifs de cette mobilité ont aussi ont varié dans le temps, et ils se sont diversifiés, comme je le disais. Et d'une certaine manière, on peut dire que cette mobilité, elle s'est démocratisée d'une certaine manière, dans la mesure où elle ne concerne pas uniquement une classe sociale. On n'est plus, par exemple, comme au XVIe siècle, dans une migration d'élite. Elle ne concerne pas non plus uniquement une migration de travail. Comme je viens de le dire, il y a d'autres motifs qui rentrent en compte aussi. Alors cette mobilité, elle reprend des jeunes, elle reprend les grandes tendances de la mobilité, j'allais dire générale, toute classe d'âge confondue. Et comme je le disais aussi, toute classe sociale confondue. D'une part, cette mobilité, eh bien, elle a des jeunes. Elle connaît une forte féminisation. Ce qui est un point important. C'est un point important, et notamment pour le motif des études. On voit que les femmes partent plus que les hommes dans ce cas-là. Mais à l'échelle plus générale de la mobilité, on constate une féminisation de la mobilité. Autre point important à soulever, de cette mobilité, j'allais dire toute classe d'âge confondue, c'est une démocratisation, comme je le disais, un large spectre de classes sociales qui sont aujourd'hui, autorisées à partir et à vivre cette internationalisation. Alors, ça ne veut pas dire que cette démocratisation n'est pas sélective, mais disons qu'elle concerne un plus large spectre de classes sociales. Alors, pour préciser la mobilité étudiante à l'échelle du monde maintenant, c'est important de rappeler aussi quelques données. Tout d'abord que cette mobilité étudiante à l'échelle du monde a augmenté, elle a doublé en 10 ans, donc fortement augmenté en 10 ans. Et elle est passée, pour préciser les chiffres, de 3 millions à 6 millions d'étudiants étrangers. Le double alors. Oui, elle a doublé. Que cette mobilité étudiante à l'échelle du monde, toujours, eh bien, c'est fortement diversifiée. Et je dirais en 2 grandes voies. Une mobilité encadrée, c'est-à-dire encadrée par des programmes étatiques, bien souvent des programmes bilatéraux, voire multilatéraux, comme on le voit aujourd'hui dans le cadre d'Erasmus+. Et cette mobilité, donc encadrée, aujourd'hui, elle est, aussi diversifiée, dans la mesure où on voit depuis une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, se développer aussi une mobilité dite spontanée. Alors spontanée dans la mesure où elle ne s'inscrit pas dans cette mobilité programmée, encadrée des États, qu'elle vient finalement à la charge des étudiants et des familles. Alors cette mobilité encadrée, elle est intéressante parce qu'elle a un double effet, j'allais dire. Pardon, cette mobilité spontanée, elle a un double effet. Le premier effet, c'est à la fois d'ouvrir un horizon des possibles international
à des familles, notamment des familles de classe moyenne, qui jusqu'ici n'avaient pas la possibilité, ou des étudiants qui n'avaient pas la possibilité de partir, parce que les quotas de ces programmes étatiques eh bien, sont ce qu'ils sont. Et donc là, avec cette mobilité encadrée, on voit bien qu'il y a, comme je disais, une forme de démocratisation, dans le sens où aujourd'hui c'est possible pour des étudiants de familles, classe moyenne, voire défavorisées, de partir. Mais d'un autre côté, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un endettement pour un endettement des étudiants et des familles pour pouvoir partir à l'étranger, surtout quand on est issu de classe moyenne ou classe défavorisée. Alors moi je retiens de vos propos, en tout cas de votre analyse, qu'il y a donc une démocratisation, je dirais, de la mobilité, une féminisation. Je le constate ici avec vous, Madame les expertes, vous en êtes un peu le reflet, vous êtes expert de la mobilité ici. Et alors moi je voudrais avoir un point de vue un peu étudiant, parce qu'on doit donner la voix à la jeunesse ici. Madame Camilla, la question de la mobilité porte un enjeu, je dirais, différent, selon qu'on soit peut-être au nord ou au sud, si j'ose le dire. Et je voudrais avoir, comment percevez-vous actuellement cette mobilité, vous en tant que jeune? Quelles sont vos aspirations, éventuellement les freins? Merci beaucoup. Je tiens à dire que c'est important de... Je suis la représentante aussi des étudiants de Tétis, parce qu'il est important aussi de porter le point de vue des étudiants de la Rive-Sud. Et actuellement, on est dans une, comme on le sait tous, dans une situation de crise sanitaire. Les mobilités, elles ont été fortement affectées en raison de ça. Moi, par exemple, j'ai le master dont je suis actuellement. Je l'ai intégré principalement parce qu'il offrait la possibilité de partir à Istanbul ou au Maroc, ce qui aurait représenté pour moi une première occasion de découvrir ces cultures. Et ça a été malheureusement annulé en raison de la crise sanitaire. J'ai quand même eu l'opportunité de partir en Grèce, c'était une chouette expérience aussi. Mais il faut aussi dire que la crise elle a accentué les disparités qu'il y avait entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire cette asymétrie de mobilité étudiante. Les Européens, ils choisissent notamment des pays comme destination dans les études, soit des autres pays européens, soit des destinations en Amérique du Nord, même en Asie. Et de même, dans la rive sud, ce qu'on a constaté, ce que mes collègues de Tétis me disaient, c'est qu'il était très difficile pour eux d'avoir accès à des programmes en Union européenne et que la rive sud était moins intégrée dans cet échange de connaissances, dans cet échange de mobilité, en tout cas universitaire. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant dans votre point, je vous laisserai après le continuer, c'est moi ce qui m'intrigue, c'est que pourquoi les étudiants issus, on va dire, d'Europe s'intéressent moins, je dirais, aux pays nord-africains, alors que on le sait, je donnerai un exemple, vous avez l'université Mohamed V au Maroc, qui construit des centres d'innovation, qui multiplie, je dirais, les initiatives pour développer, ils ont construit des centres d'excellence. Pourquoi il y a un manque d'attirance alors qu'ils pourraient développer leurs compétences dans un pays, dans ce cas que je viens de citer? Je pense qu'une des raisons, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité justement des opportunités qui se trouvent au sud. Il y a malheureusement, même si nous, la jeunesse, j'estime qu'on a un esprit ouvert, plus ouvert en tout cas qu'avant, il reste encore des préjugés, il reste des stéréotypes de la rive du sud. Et je pense que ça vient de là aussi. Et pour rebondir sur ce que je disais, les opportunités que la rive sud avait par rapport, pour venir par exemple étudier en Union européenne, il y a aussi, comme on le sait tous, l'obstacle des visas. Là, par exemple, dans le cas de Tétis, la plupart des étudiants, même si leur voyage avait été payé, ils n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui parce que leurs visas ont été refusés. Et justement, une étudiante libyenne avec qui j'ai échangé, après, il faut dire que la Libye, c'est un cas quand même particulier en raison des conflits. Mais pour obtenir un visa, il faut déjà qu'ils se rendent en Tunisie parce que toutes les ambassades, elles ont été délocalisées là-bas, ce qui engendre des frais supplémentaires que pas tous les étudiants sont en mesure d'assumer. Ces dépenses, ils doivent peut-être rester en Tunisie 2 semaines, le temps d'avoir une réponse. Et c'est aussi un problème de procédure parce que la procédure administrative est des fois pas très claire. Les étudiants, ils arrivent peut-être pas avec tous les documents qui sont nécessaires ou ils ne comprennent pas la procédure en tout cas. Et elle me faisait part de ce besoin d'accompagnement, que ce soit par les universités, que ce soit les universités d'accueil, les universités d'origine,
ce besoin d'avoir un accompagnement et d'expliquer justement toute cette procédure pour qu'ils ne se retrouvent pas à avoir cette procédure qui est peut-être presque aboutie, mais qui n'aboutira pas à la fin. Après, il faut dire aussi, c'est aussi important de dire que si la mobilité est moins forte peut-être dans la rive sud, c'est justement pas par un manque de volonté, mais c'est justement un manque de ressources, parce que je pense que nous sommes toutes et tous conscients de l'opportunité que ça représente partir à l'étranger, d'étudier dans une autre université, peut-être découvrir un autre domaine d'études, étudier dans une autre langue et acquérir les compétences, en tout cas, qui sont prisées aujourd'hui dans le monde du travail. Et, mais à mon avis, le plus important, justement, de cette mobilité, oui, on a les compétences qui sont acquises dans le cadre des cours, mais c'est aussi l'enrichissement du point de vue culturel de cet échange et de cette découverte culturelle qui apporte, qui enrichit d'autant plus les expériences. Et d'ailleurs, mentionné dans le sondage que je disais en introduction, donc c'était ces échanges culturels, ces opportunités de mobilité qui sont extrêmement importants. Vous rejoignez aussi Madame Metzela qui citait les ressources financières, qui a un certain endettement que vous avez cité, Madame Metzela, pour certaines tranches, je dirais, catégories de population. En tout cas, je voudrais vous féliciter parce que vous ne donnez pas que le point de vue nord, mais vous donnez aussi le point de vue sud. Vous avez échangé avec les étudiants du réseau Tétis. Merci, parce que je trouve ça très, très intéressant, le manque de visa. Et moi, au niveau je dirais, procédures administratives, vous dites que parfois il y a un manque d'information. Et à quel échelon, éventuellement, si on a partagé ça avec vous? En tout cas, avec l'étudiante libyenne avec laquelle je parlais, elle me disait que des fois, il y avait des documents peut-être qui ne savaient pas qu'ils devaient fournir. Peut-être aussi, ils ne savaient pas qui contacter, comment le faire. Par exemple, dans le réseau Tétis, il y avait aussi des étudiantes qui venaient du Liban, qui avaient contacté peut-être une personne et qui n'avaient pas de retour. Et ils ont dû contacter la personne en dernière minute, ce qui a fait que leur visa il a été octroyé très tard et qui ne se trouve peut-être pas ici aujourd'hui. Et c'est un manque d'informations, je ne veux pas dire à tous les niveaux, mais en tout cas de pièces à fournir, de procédures, les démarches à prendre, qui contacter, comment se rendre, les délais. Parce qu'aussi les délais ils sont importants. Parce que, de combien environ? Pour la rive sud, je ne saurais pas vous dire, je ne veux pas dire des bêtises. Je sais que ça peut prendre... on en parlait la dernière fois, il y avait une étudiante égyptienne, ça avait pris 3 mois. Je vous donnerai tout de suite, Mme Sabri, la parole. Je vais juste terminer avec... Ouais, jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, ça peut aller, donc de long. Vous confirmerez ça juste tout de suite. En tout cas, permettez-moi juste, vous mentionnez comme des points très intéressants, le manque de visibilité pour les étudiants issus de l'Europe pour aller vers le sud. Or que, encore une fois, il y a des initiatives porteuses, qui portent des résultats. Hein, il faut quand même le souligner, porter des résultats. Je donne l'exemple de l'université de Mohamed V Karabakh, par exemple. Mais alors, ici aussi, je vais me référer à vous, Madame Sabri, ici. Madame Metzela a parlé d'Erasmus++, on pense toujours que ce sont les étudiants, pas nécessairement, et c'est là que vous intervenez. Et aussi, je vous donnerai la chance, sur les procédures administratives, ces complications, de vous exprimer là-dessus. S'il vous plaît, la parole est à vous. Donc, j'aimerais bien, présenter que je présente une association qui travaille sur la mobilité, qui est une association marseillaise, Bokrasawa. Et effectivement, Erasmus+, pas que pour les étudiants. Et dans ce programme, je vais faire vite les dispositifs dans lesquels on travaille. Donc, on a le service civique déjà. Le service civique, il est aussi international, qui permet aux jeunes aussi de vivre une mission on va dire, de s'engager sur une mission d'intérêt général et de solidarité. On a aussi Erasmus+, qui permet aux jeunes de faire une rencontre entre 1 semaine et 2 semaines dans n'importe quel pays entre les deux rives. Ça veut dire qu'on peut faire un échange interculturel entre les jeunes en Tunisie, en Égypte, en France, en Italie. Il y a aussi les acteurs de jeunesse, les gens qui travaillent avec les jeunes, avec tous les âges. Ils peuvent se rencontrer, se former ensemble, se créer un réseau. Après, on a un programme qui est très important, le Corps européen de solidarité, qui permet aux jeunes de vivre, de s'installer entre 2 mois et 1 an à l'étranger. Ça, c'est un truc important. Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement, vu de votre point de vue? Justement, je trouve ça très intéressant. Ouais. Déjà, je vais peut-être témoigner moi-même, parce que j'étais une ancienne volontaire dans le cadre du programme européen. Avant de faire cette mission, je travaillais entre Marseille et Alexandrie.
Et en venant ici, j'étais tranquille, je connaissais très bien Marseille, ça va, c'est pas grave, c'est 1 an. Mais quand je venais ici, je ne restais pas plus que 5 jours. Et en venant ici, j'ai compris que l'installation, vivre dans un lieu, c'est une autre énergie, c'est un autre apprentissage, c'est une autre observation et c'est une autre démarche à comprendre la société. C'est différent quand on s'installe, on voit comment on dépense notre argent, simplement. On voit comment les autres consomment les choses. On voit comment les étudiants ils vivent, les jeunes. On crée notre réseau de jeunesse, c'est pas rien. On travaille sur notre stéréotype. Ça veut dire que, en imaginant, en venant ici, par exemple, je croyais qu'il n'y aura jamais des problèmes d'égalité de genre dans la rue, par exemple en France. Et en vivant ici, j'ai compris qu'il y a des choses à faire. Exactement. Et ça, on ne l'apprend pas dans des livres, on ne l'apprend pas dans les médias. Elle ne nous dit pas ça. Aussi, les médias n'expliquent pas ce qui se passe sur l'autre rive. Nous, on a des jeunes, quand on les prépare pour des missions en Tunisie ou en Égypte, ils nous demandent est-ce qu'on doit porter la voile, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit s'habiller comment. C'est normal. Mais on est dans un monde où on ne voit pas, avec tous les réseaux sociaux, tous les médias, on ne peut pas comprendre la société, la différence culturelle sans le vivre, l'expérience. Et c'est pour cette raison qu'on essaye aussi, spécialement dans la crise sanitaire, de défendre la mobilité physique, qui est très important, parce que sinon, on va se trouver avec une génération qui ne fait pas une mobilité physique, qui fait que mobilité virtuelle, qui est devenue maintenant... La Mezzala voulait intervenir justement sur ce point. Oui, après, je vais vers vous, Madame de Benelay. C'est un point important, cette question de l'expérience éprouvée physiquement à l'étranger, pour toutes les raisons que vous avez dites. Et c'est d'autant plus... il faut veiller à cela parce qu'effectivement, avec la crise sanitaire, finalement, on explore les visioconférences, les cours en e-learning, etc. Et que ça, c'est devenu maintenant quelque chose qui prend vraiment une ampleur. Et en même temps, il y a un deuxième mouvement qui est aussi une forme d'internationalisation in situ, en quelque sorte, avec aujourd'hui, dans ce contexte de nouvelle internationalisation de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans maintenant, le phénomène de délocalisation d'universités du Nord vers le Sud et de labels d'universités du Nord vers le Sud. Par exemple, Tunis Dauphine ou d'autres exemples qu'on pourrait donner. Les universités offrent un service et ils viennent directement sur place. Mais par contre, le slogan, c'est pas la peine de partir, vous avez sur place des formations en langue française ou en langue anglaise, etc. Donc voilà, d'où il ne faudrait pas en fait qu'on oublie que cette expérience du voyage, c'est une expérience totale. Voilà. Mais tout à fait, je partage votre avis. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la dimension. Vous parlez de stéréotypes, Madame Sabri. Et si je voudrais faire appel à votre expertise psychosociale, Madame Benalia, c'est finalement sur quel postulat est basée aujourd'hui cette mobilité nord-sud? On a vu par l'expérience de terrain qu'elle est quand même un peu, je dirais, délicate encore. Et doit-elle être revisitée? Oui, alors je voudrais d'abord remercier le CMI et particulièrement Giulia Marchesini qui est là, qui avait impulsé une énergie particulière pour la réflexion que j'ai développée avec des collègues sur la question. En fait, si on parle de mobilité positive, on doit nécessairement parler également des frontières qui sont aujourd'hui posées. Ce sont des frontières à la fois institutionnelles, réelles, objectives, comme la question des visas qui devient de plus en plus un parcours du combattant qui ressemble vraiment à une immigration clandestine sur la barque. C'est-à-dire c'est un peu le même parcours en fait, périlleux et pénible. Mais pour être positive, puisqu'on est dans la positivité, je dirais que ce qui est construit peut être déconstruit. Donc ça nous donne beaucoup d'espoir. Alors, donc, je suis obligée de parler de la question des frontières pour parler de la mobilité. On ne peut pas faire l'impasse. La frontière, dans ce contexte, est une idée négative, mais qui peut être déconstruite. Alors, les frontières sont aussi bien institutionnelles que symboliques. Et c'est le symbolique qui parfois génère l'institutionnel. Alors, je m'explique.
Dans toutes les enquêtes que nous avons menées depuis des années en contexte tunisien, mais qu'on peut tout à fait généraliser au pays de ce qu'on appelle la rive sud, qui peut être discuté aussi, parce qu'il est symbolique également, dans toutes les enquêtes, il y a l'idée qu'on est en marge du monde. Et c'est des enquêtes qui ont été menées auprès de jeunes qui vont de 18 à 29 ans, ce qui est important. On est à la marge du monde. Marge du monde sur le plan international et marge du monde sur le plan local également. Parce qu'il faut savoir que les frontières qu'on voit pour venir ici, par exemple, les problèmes de visa, se retrouvent aussi au niveau local par aussi une forme d'exclusion et de frontières entre le périphérique et le central, entre les classes sociales, etc., etc. Donc la problématique est vraiment doublement vécue par ces jeunes-là et qui se répercute sur le mental. Donc il y a des frontières. Avec des risques associés ? Comment ? Avec des risques associés ? Absolument, avec des risques associés. Je vais y arriver. En fait, quand on empêche les gens de bouger, de se déplacer, d'avoir la liberté de circulation, ils vont créer de nouvelles voies de circulation. Ils vont essayer de chercher le moyen de changer de cadre spatial de manière radicale, soit en changeant d'espace idéologique, et là on va vers l'extrémisme, etc., soit on va forcer les barrières par l'immigration clandestine, tout simplement. Soit par un forcing des frontières, par d'autres moyens. Bon, je ne vais pas tous les citer, qui ne sont pas nécessairement conformes aux règles, etc., etc. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ces restrictions spatiales qui existent sur le plan institutionnel inscrivent d'emblée les relations entre Nord et Sud dans un rapport de dominé et de dominant, nécessairement. Autant on peut venir du Nord vers le Sud librement, autant on ne peut pas le faire du Sud vers le Nord. Je crois que ça a été suffisamment dit. Mais ce qui est encore plus subtil dans les conséquences, c'est que l'espace et le temps sont intriqués dans la mentalité, dans le mental. En fait, si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas non plus se projeter dans l'avenir. Ce qui limite la capacité des jeunes ou leur propension à élaborer des projets pour le futur. Ça va jusque-là. Or, quelqu'un qui ne peut pas se projeter dans l'avenir ne peut pas réussir sur le plan scolaire et sur le plan professionnel. La seule possibilité pour lui d'évoluer, de changer sa réalité, c'est de se déplacer de manière radicale dans l'espace, de quelque manière que ce soit. Alors, ma question serait ici, Madame Benaïa, comment déconstruire cela et comment lui permettre de se projeter dans l'avenir pour éviter ces risques que vous venez de mentionner ? Alors, c'est réviser d'abord la terminologie qu'on utilise, parce que les frontières sont aussi fondées sur des mots. On parle de pourtour méditerranéen, mais on n'arrive pas à réaliser, enfin, on ne se rend pas compte que parler de pourtour, c'est parler de quelque chose de creux, d'abord. Il y a un trou au milieu. Ce qui n'est pas vrai du tout, ce qui ne correspond pas à une réalité. Il faut parler d'un espace méditerranéen. Or, vous partagez cet avis, Madame Sambry ? Et comment le faire, alors, selon votre point de vue ? On termine avec vous, excusez-moi, et après je vais avec vous. On parle de population jeune. Non, ce n'est pas une population jeune. Il faut les individualiser, il faut voir l'hétérogénéité de la jeunesse. On ne parle pas de la population adulte. Par contre, on parle de la population jeune. On parle de rives nord et sud. Parler de rives nord et sud signifie qu'il y a une coupure radicale. Moi, je parlerais d'espace. Donc, changez d'abord la terminologie. Commencez d'abord par changer la terminologie. Ce serait déjà un des points clés. Et pensez-vous que d'autres éléments pourraient apporter justement la construction dans l'imaginaire et dans le collectif de cet espace commun et plus ces divisions de rive nord, rive sud ? C'est divisé, effectivement. Il y a une division. Et comment passer au-dessus, au-delà ? C'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on fait dans la mobilité, c'est ce qui se passe au niveau des étudiants quand ils vivent ici ou quand on a des étudiants qui vivent dans l'autre rive. Par exemple, je vois bien les jeunes, comment ils créent un réseau. Ils sont très forts sur ça. Ils sont plus forts que nous aujourd'hui. Les jeunes de 20 ans, ils ont dans une journée, ils peuvent se mettre en contact avec 20-30 personnes. Donc, c'est à partir de ça
c'est eux qui construisent le monde en fait du futur. Du coup, à partir du moment où on accueille un jeune ou une jeune d'Égypte ou de Tunisie et qu'on se met en contact avec les autres, ils vivent leur futur ensemble. Ils vivent cet espace. Et l'espace méditerranéen, si on le regarde géographiquement, c'est le plus petit espace dans notre terre et c'est la plus riche dans l'histoire. Donc, effectivement, si on ne fait pas rencontrer ces jeunes, échanger et leur donner le temps aussi d'échange, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de discuter ensemble, de réfléchir sur leur vie, sur ce qui se passe on va dire, géographiquement entre les deux rives. Et c'est eux qui construisent cet espace. Et effectivement, c'est nous qui séparons. Et des fois, oui, c'est mieux de parler sur un espace. Je suis complètement d'accord parce que simplement, on a la même histoire. En fait, on a les mêmes histoires, on a les mêmes comportements méditerranéens, on va dire. Alors, je voudrais laisser parler quand même à une jeune parmi nous. Vous partagez ces points de vue et de quelle manière et comment construire cet espace commun d'un point de vue de jeunes, d'étudiants. Je trouve que ce serait intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que pour construire cet espace, la base pour tout, selon moi, c'est cet échange culturel. Parce que cet espace, comme vous l'avez dit, c'est un espace très riche en culture. Il y a une diversité culturelle, certes, mais on a aussi une culture commune. Et qu'on aille, je ne sais pas, en Grèce, en France, en Espagne, au Liban, en Tunisie, on a des aspects et des comportements qui sont communs, de la nourriture qui est commune. On a des espaces physiques et naturels qui sont communs. Et c'est justement, c'est cet échange et l'échange de pensée aussi, parce que tout le monde, que ça soit, je vais réutiliser le concept de rive nord et rive sud, je m'excuse, que ce soit les étudiants de la rive nord, les jeunes de la rive nord, de la rive sud, même les adultes aussi. On a tous, il y a des idées très bonnes, pas partout, et il faut tenir en compte justement cet ensemble d'idées, l'ensemble d'initiatives. Il faut donner la parole à tout cet ensemble de personnes. Et je reviens sur ce que Madame Benelli disait. Il faut sortir de ce regard aussi de dominé et de dominant. Changer les terminologies, qui est un des points, je crois, une des solutions concrètes que vous mentionnez, qui permettrait déjà de construire cet espace commun. Madame Sabri qui a rajouté aussi, voilà, de créer ces réseaux où les jeunes sont déjà champions. L'Internet, certainement, pourrait y permettre, peut-être en acquérant aussi les compétences, parce qu'il y a comme soit des fractures numériques, soit des fractures de compétences aussi. Je crois à prendre ça en compte dans les solutions concrètes qui doivent être proposées. Quand on parle de jeunes, on parle aussi d'enseignement supérieur. Madame Maziala, je rembraye vers vous. Vous aussi, comme vous avez eu des recherches venant de chercheurs qui proposent des solutions, lesquelles sont-elles ? Il faut ces solutions. Ce sont des propositions. Des propositions. Je pense qu'aujourd'hui, avec justement ce modèle d'internationalisation de l'enseignement supérieur qui s'est fortement diffusé, répandu, un modèle qui a des dérives en termes de marchandisation effrénée de l'enseignement supérieur et qui a évidemment des blocages, des conséquences en termes de blocage et de limitation des mobilités. Là aussi, c'est important de s'arrêter un moment, de faire, et les études et les recherches le permettent, d'analyser ce qui s'est passé depuis 20 ans et de tirer un certain nombre de leçons aussi sur ces dérives. Quand on sait, il y a des pays comme les États-Unis, par exemple, ou l'Australie, qui sont allés très loin dans cette logique de marchandisation de l'enseignement supérieur et qui se retrouvent aujourd'hui avec des étudiants qui sont surendettés, avec l'incapacité pour ces étudiants de rembourser les prêts d'études, parce qu'à la sortie, bien souvent, ils n'ont pas un emploi et qu'il faut attendre encore avant d'avoir un emploi. Donc, ce sont ces dérives-là que des chercheurs pointent. En même temps, il y a plusieurs éléments qui sortent de ces recherches sur cette reconfiguration de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, qui n'est pas celui des années 80. Et notamment, on parlait de domination, de rapport de domination. Une des leçons aussi qu'on tire d'analyse de l'étude de ces mobilités étudiantes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une mobilité sud-sud et une mobilité étudiante sud-sud qui est importante, qui se développe.
qui va même jusqu'à concurrencer d'une certaine manière, et pour certaines formations, ou en tout cas détourner les formations qui se situent au nord. Des pôles d'attraction d'étudiants qui se sont renforcés ces 20 dernières années. Alors, à l'échelle du continent africain, des pays comme le Maroc, la Tunisie ou l'Afrique du Sud, plus largement des pays comme la Turquie, qui sont aujourd'hui des pôles d'attractivité très importants, ou plus loin la Chine, la Malaisie ou encore les Émirats arabes unis, qui sont aussi une force d'attractivité des étudiants et dont on sait vraiment que c'est à la fois un enjeu économique et un enjeu de politique et de rayonnement culturel et de diplomatie qui est aujourd'hui majeur. Voilà. Justement, il y avait une intervention de M. Guergaud qui disait qu'aujourd'hui, il y avait un manque de volonté politique assez criante qui était représenté un des défis qu'il fallait changer. Et moi, le défi, je pense, c'est un moment réflexif. Tirer les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer et des dérives, d'autant qu'aujourd'hui la France, comme vous le savez, s'engage dans le prix différencié des étudiants étrangers auprès d'étudiants extra-communautaires et qu'il faut tirer une leçon des dérives, encore une fois, et tirer aussi, l'expérience aussi, bien évidemment, d'un contre-modèle. Et un contre-modèle, c'est aussi une université avec un service public fort, avec un investissement public qui continue. Et aujourd'hui, donc, le Conseil d'État en France a entériné les prix différenciés auprès des étudiants extra-communautaires. Et donc, il est temps d'avoir cette réflexion en France, que les établissements universitaires s'interrogent sur ces conséquences et qu'ils mettent en place, comme le propose, je suis venue avec ce petit livre, Christine Musselin, j'invite vraiment à sa lecture, Proposition d'une chercheuse pour l'université, et qui donc fait un ensemble de propositions pour mettre en place de certaines mesures et fixer des verrous pour qu'on n'arrive pas à cette marchandisation effrénée qu'on voit dans certains pays, où, par exemple, les prix... Est-ce que vous aurez des chiffres lorsqu'on voit cette marchandisation, par exemple en Amérique du Nord, à quel point il y a eu une telle augmentation au niveau, je ne sais pas, des frais d'inscription en Australie, ils ont triplé pour les étudiants étrangers. Triplé. Voilà, triplé. Et donc, il faut fixer un certain nombre de verrous et maintenir un investissement public à l'intérieur de l'enseignement supérieur. Donc vous invitez, et c'est un peu un message que vous adressez comme solution, c'est de maintenir le plus possible, malgré tout, cet aspect de financement public pour maintenir, je dirais, une démocratisation au niveau des prix et qui sera abordable pour les gens qui soient issus des deux bassins de la Méditerranée, dans cet espace commun de Méditerranée, je dirais un accès équitable à l'éducation. Une démocratisation du savoir, maintenir cette aussi du savoir. Vous le faites très bien de le souligner. Madame Leroux, je voudrais vous poser ces questions parce que Madame parlait ici d'experts, d'étudiants. Est-ce que selon vous, pour accroître ou renforcer cette mobilité au niveau méditerranéen, d'autres personnes auraient peut-être pris en compte pour justement construire cet espace? Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir. Nous, on perçoit la mobilité étudiante et universitaire et les concentrer sur des échanges Erasmus, sur des programmes universitaires. Justement, avec Tétis, on se posait la question, pourquoi pas accroître la coopération dans des projets peut-être, enfin, comme Tétis même, dans des projets euro-méditerranéens qui pourraient permettre justement une mobilité peut-être plus courte, mais qui pourrait apporter plus à des étudiants. Il faudrait aussi se concentrer ou développer plus et stimuler les échanges de chercheurs, stimuler les échanges du personnel universitaire aussi, parce qu'il est très important. Ce n'est pas que nous, étudiants, qui avons des choses à apprendre avec la mobilité. C'est tout aussi enrichissant pour le personnel universitaire. Mais pour renforcer aussi la mobilité, il faudrait déjà réduire les inégalités régionales et locales. À mon sens, il faudrait intégrer un peu plus l'espace euro-méditerranéen et arrêter de voir la Méditerranée comme une périphérie de l'Union européenne, si je peux me permettre, si c'est pas. Réduire aussi les obstacles, on avait mentionné les visas, mais les obstacles à la liberté de circulation des jeunes et des personnes, parce que c'est
c'est ça qui porte préjudice à la fin à cette mobilité, qui ne la rend pas autant positive qu'elle pourrait l'être. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, pour renforcer cette mobilité aussi, il faudrait se rendre compte qu'il y a des barrières aussi financières pour les étudiants. Certes, il y a des bourses, mais déjà l'accès aux informations, aux bourses, elle n'est pas très visible. Il y a un manque d'accès à ces informations. Et même, par exemple, moi, dans le cadre d'Erasmus, je sais que, par exemple, la bourse, elle intervient 1 mois après. Mais lorsqu'on bouge dans un autre pays, c'est ce premier mois, justement, qui est très difficile d'un point de vue économique parce qu'on déménage dans un autre pays, il y a le prix du billet d'avion, il y a la caution qu'il faut payer, il y a en plus le premier mois de loyer. Après, si on part, je ne sais pas, dans un pays où il fait froid, il faut s'équiper en vêtements, peut-être la literie. Il y a beaucoup de dépenses qu'il faut faire et les visas aussi. Et pas tous les étudiants sont en mesure de le faire. Madame Sabri voudrait dire quelque chose, je vous laisse la parole. Après, je viendrai vers vous, Madame Ayala. Oui, en fait, parce que effectivement, on dit que des propositions qu'on espère d'augmenter les quantités des mobilités, les personnes qui peuvent profiter par ce genre des programmes, mais effectivement, on a des obstacles pour travailler. Pour inviter des jeunes du Sud, on va dire, ou des pays du Sud de la Méditerranée. Ici, en France, c'est pas facile, parce qu'il y a plein de choses, des obstacles de visa, des obstacles de billets d'avion qui sont chers aussi, parce que si on prend le programme européen, il est calculé sur des kilométrages un peu européens. Donc, on a besoin de soutien de la collectivité territoriale aussi. Et heureusement, on est à Marseille, qu'on est dans une région où la collectivité territoriale qui soutient les structures, la société civile qui travaille sur ça. Par exemple, soit la région sud, soit la ville de Marseille. À la ville de Marseille, il nous soutient pour faire participer 40 jeunes chaque année à la mobilité. On envoie 30 jeunes français dans les pays de coopération décentralisée et on accueille aussi 10 jeunes. Et c'est pas rien parce que comme il nous soutient, il nous aide aussi pour avoir le visa. Et avec cette aide, on l'a après 3 mois. Oui, mais là, je reviens vers vous parce que vous avez parlé quand même de déconstruction, de revisiter, je dirais, les dispositifs. Donc, ça veut dire quoi? On devrait enclencher un nouveau paradigme pour, je dirais, tendre vers un nouveau modèle de mobilité. Et à quoi ressemblerait si on a changé de nouveau? Je crois qu'il y a 2 choses déjà importantes. D'abord, il faut que la mobilité se conçoive de manière réciproque. On est tout le temps en train de parler de la mobilité essentiellement des pays du Sud vers le Nord, des étudiants. On ne pense jamais à la mobilité d'étudiants du Nord vers le Sud, où ils auraient beaucoup de choses à apprendre, ne serait-ce qu'à cause des terrains différents. En sciences humaines, par exemple, c'est un problème que je connais très bien. En anthropologie, en sociologie, en psychologie, ce serait extraordinairement enrichissant pour des étudiants du Nord de venir faire un séjour. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas de programme pour ça. D'une part. Deuxième point, la mobilité doit être conçue aussi, pas seulement de manière physique, mais ça peut être aussi une circulation des connaissances. Il y a une sorte de barrière aussi par rapport aux connaissances. Par exemple, il y a énormément de savoir-faire chez un pan complètement invisible de certaines jeunesses, de certaines catégories de la jeunesse du Sud, artistique aussi, etc., complètement invisible, mais qui pourrait entrer aussi dans le cadre des échanges avec tout cet espace méditerranéen. On n'y pense jamais, en fait. Donc, j'élargirais ça non seulement à autre chose que la circulation des étudiants, que des publics concernés. Il y a par exemple, je pense à des jeunes non diplômés, non insérés nécessairement, qui sont d'une énorme créativité, qui sont porteurs d'un potentiel énorme. Et ces connaissances-là, ces savoir-faire-là, ces potentiels-là pourraient circuler aussi d'une certaine manière. Alors, bien sûr, il faut concevoir des dispositifs et des espaces qui soient virtuels ou pas, où justement cette mise en commun pourrait être faite. Alors, je rebondis aussi sur tout ce qui a été dit pour dire que
finalement, une des mesures, une des clés en fait pour créer de nouvelles mesures novatrices et un nouveau paradigme d'une mobilité positive serait, au lieu de mettre l'accent sur ce qui nous différencie les uns les autres, c'est de mettre l'accent sur ce qui nous réunit, et il y en a. Je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui nous réunit sur le plan historique est énorme. Énorme. Il y a une histoire commune qu'on oublie complètement. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis confrontée à mes étudiants, des centaines d'étudiants chaque jour en Tunisie. Ils ne savent pas, par exemple, que la Tunisie a fourni 3 papes à la chrétienté. On ne sait pas que les Juifs de Tunisie ont eu un apport culturel énorme à la musique ou à l'art appelé l'art tunisien. Bon, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais bon. Il y a plein de choses comme ça. On ne sait pas que, par exemple, la Sicile était à un moment donné musulmane. Enfin, des choses comme ça. Donc, finalement, mettre l'accent en créant carrément des modules communs à tout l'espace. Des modules scolaires, vous diriez? Scolaires, préscolaires même, je dirais. Même préscolaires. Et confronter ces altérités-là dès le préscolaire jusqu'à l'universitaire, bien sûr, en créant carrément des écoles doctorales ou que sais-je, ou des co-encadrements, des choses de thèse, de doctorat. Donc, accentuer ce patrimoine commun. Quid du langage aussi, quand même, peut-être, parce qu'on est bien dans sûr, un système bien sûr. instauré. Je veux dire, le langage est fondamental. En fait, on a l'impression que ce ne sont que des mots, mais les mots créent des réalités qui vont à leur tour justifier. C'est cette pensée-là que je voulais dire. Les mots ont un pouvoir énorme dans la mesure où ils créent des réalités. Et ces réalités vont ensuite justifier à leur tour ces mots. Alors quand je dis mots, c'est bien sûr beaucoup plus que ça, mais c'est en gros ça. Donc changer de terminologie, c'est aussi changer les représentations sociales et la réalité. Donc mettre l'accent sur le commun, faire circuler les connaissances même non académiques. Et je crois que ce point est très important. Et je voudrais aussi dire juste un dernier point, c'est que le rapport aussi des décideurs, des éducateurs, des profs universitaires dont je fais partie, par rapport vis-à-vis des bénéficiaires, devrait être aussi modifié, devrait être aussi révisé, dans la mesure où finalement nous sommes en train de former des étudiants, des jeunes, des enfants, etc., à un monde que nous ignorons totalement nous-mêmes et que nous ne connaîtrons jamais. D'ici 20 ans, le nombre de métiers que nous ne connaissons pas encore va être très important. Donc, nous sommes en train de former des gens à une réalité que nous ne connaîtrons pas nous-mêmes. Vous faites bien de le souligner, parce que c'est vrai que quand on regarde la pandémie de la Covid-19 qui a fait une augmentation de la consommation technologique, et pour certains on dit que nous sommes déjà rentrés depuis un certain temps dans la 4e révolution industrielle, hein, et que l'innovation et justement toutes ces chaînes de valeur qui vont être bouleversées demandent de nouvelles compétences, de nouvelles compétences professionnelles. Alors comment arriver à ça justement, à préparer ces jeunes, Madame Mazzella, à cette, je dirais, réalité à venir? Je sais que c'est une large question, mais nous la vivons. Je veux dire, nous la vivons. La 4e révolution industrielle est bien là. Elle bouleverse tous les modèles économiques, tous les modèles de mobilité que nous connaissons, tous les modèles de chaînes de valeur locales, régionales et internationales. Alors éventuellement dans cette réflexion, comment y préparer ces jeunes, et à ce que Madame a dit Benalia, à des métiers que nous ne connaissons pas encore? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais sur cette question du numérique, je crois qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Hein. C'est plutôt effectivement cette expérience de la jeunesse qu'il nous faut aussi détenir, nous, plus anciens, disons. En termes de nouveaux métiers, bon, ben, nous y travaillons quand même dans les universités pour réfléchir à l'accès à de nouveaux métiers et puis surtout à l'accès à l'emploi aussi. Et donc, voilà, donc ce sont des chantiers hein, qui sont en cours, évidemment, au sein de l'université. Alors, bon, voilà, et puis dire un mot sur ces questions d'échange. Alors, c'est vrai qu'il y a une longue histoire des échanges et des circulations dans cet espace méditerranéen, évidemment lié à l'histoire coloniale, postcoloniale, etc. Mais même en période plus dure, hein, ces échanges, en tout cas universitaires, n'ont jamais cessé entre les deux rives. Mais ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Pour autant, on parlait de mots, on parlait de langue. La francophonie, aujourd'hui, elle risque assez vite d'être minoritaire
en Afrique en particulier. Madame Sabri, vous êtes quand même aussi dans les projets solidaires. Quand on parle de révolution, je dirais de quatrième révolution industrielle, on se passe quand même pas mal sur le numérique. Il y a quand même des fractures qui existent dans les différentes régions, même en France. Comment les faire pour les réduire? Je ne peux pas dire que c'est mon domaine, par exemple, mais par contre, en fait, les jeunes, ils s'intéressent à ça sans l'école et sans l'université. Ils sont en train d'apprendre dans un cadre d'éducation non formelle. Ça, c'est quelque chose d'important aussi de savoir que ce monde-là, il est en train de se construire avec d'apprentissage non formel. Après, le problème, je pense que c'est que comment on les accompagne dans ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui prennent plein de photos aujourd'hui ou qui s'intéressent à communiquer dans des événements, ils sont plus forts que nous. Mais ils n'ont pas passé par les bases des photos. Du coup, il y a des choses aussi qu'ils le ratent. Et du coup, c'est à nous aussi d'essayer de, comment dire, rentrer dans leur monde, de les accompagner. Ils sont plus forts que nous et aussi leur donner ce que nous, on a vécu, parce qu'ils ont raté aussi des choses à force. Et les choses, le monde numérique, il se développe d'une manière, comme vous voyez, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il n'y avait pas le Facebook de cette manière-là. Il y a 15 ans, ceux qui a un compte Facebook, c'était quelqu'un qui est très jeune, on ne parle pas sur la communication culturelle et tout ça. Et c'est pas loin. Je crois qu'il y a Mme Roux qui voulait rajouter quelque chose à vos propos. Oui, vu qu'on parle de numérique et de cette quatrième révolution industrielle, je voulais porter aussi une des initiatives qu'on avait eues dans le réseau Tétis, et justement pour contrer cette problématique d'accès aux informations et justement profiter de cet accès à Internet et de cette démocratisation, si je peux le dire, des plateformes pour justement profiter de ça et créer une mise en relation entre les différentes universités, les entreprises et les étudiants pour que l'ensemble des personnes puissent avoir accès aux informations et savoir les opportunités auxquelles ils peuvent accéder, par exemple aux bourses, les universités qui sont peut-être partenaires avec leurs propres universités. Par exemple, moi, je suis en période aussi de recherche de stage. C'est un peu compliqué quand on n'est pas j'aimerais partir dans la rive sud, et quand on n'a jamais vécu là-bas et quand on n'a pas de contact, le réseautage, c'est aussi un problème important, et que je pense qu'on pourrait mettre justement l'Internet et cette quatrième révolution au profit de ces savoirs et de cet accès aux opportunités. Et donc aussi, par des mesures d'accompagnement, comme vous avez dit, Mme Sabri, vous voulez rajouter quelque chose, il me semble. En fait, je voulais juste dire quelque chose qu'on a discuté beaucoup sur le visa et tout ça, comme des obstacles. Et il y a une chose, comme je fais les dossiers administratifs de ces genres de mobilité, c'est pas que pour le visa, pour l'arrivée, aussi pour les séjours des jeunes français dans les pays du Sud, on a des difficultés. On ne parle pas sur ça, en fait. Mais en fait, c'est pas facile pour un jeune français de rester 1 an en Égypte ou en Tunisie ou au Maroc. Il y a pour des complications administratives aussi. Oui, c'est ça. Je voulais dire que, oui, bien sûr, il y a un quart de séjour. Et en fait, moi qui est d'origine de l'autre rive, j'ai remarqué qu'on parle, effectivement, il y a un grand problème de visa, mais aussi on a un problème aussi d'expliquer c'est quoi un projet de mobilité à la collectivité territoriale là-bas. Du coup, c'est la malconnaissance que vous avez dit. Les gens ne comprennent pas, ça veut dire quoi un contrat de volontariat, par exemple, ou un jeune qui est en train de faire ses études, pourquoi il est là et pour quelles raisons et quelle coopération. Du coup, on a aussi la malconnaissance des programmes de mobilité. Et si on propose des choses, donc on propose de sensibilisation entre les collectivités territoriales de deux rives sur ces genres de programmes pour que nous, on vient et on arrive à travailler aussi plus facilement. Écoutez, comme le temps file, en tout cas, avec toutes vos interventions pertinentes et ces vifs sujets, vifs échanges, je voudrais laisser comme une chance à notre auditoire et vous laisser la parole en posant des questions. S'il vous plaît, si vous en avez, levez la main, je viendrai vers vous et poser une question à quelqu'un de spécifique en mentionnant son nom. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Je sais, mademoiselle, un peu, vous, apparemment. Oui, vous aurez une question? Non, personne?
Bien sûr, je vous en prie. On sait à quel point il est toujours difficile d'être le premier à poser la question. Il faut se lancer. Les profs ils sont là pour ça. Non, mais tout était passionnant et les différentes interventions font écho les unes aux autres. Et un point qui a été soulevé que j'ai pas trop entendu aujourd'hui, effectivement, c'est la mobilité du nord vers le sud. Là, ça a été dit et je la trouve tout à fait intéressante. Et ça, c'est des projets dont on doit saisir et qu'on peut développer parce que on a les contacts, on connaît les universités de l'espace méditerranéen, nous, universitaires, et en fait, ça peut être mis en place. Je l'ai expérimenté ces 2 dernières années. On a créé un accord de mobilité avec l'Université Mohamed VI au Maroc, et des premiers étudiants sont partis cette année. Mais pourquoi ? Il ne suffit pas de les créer, mais on s'aperçoit qu'en fait, à partir du moment où on offre cette opportunité aux étudiants, ils sont tout de suite preneurs. Hein, j'ai dû multiplier les accords avec la Turquie parce que j'avais trop d'étudiants qui voulaient partir là-bas. Et là, la Tunisie, le Maroc notamment, c'était une demande récurrente. Et on a tellement investi Erasmus Europe depuis 20 ans, 30 ans, qu'on en a un peu délaissé, nous, côté Rive-Nord, cette possibilité-là. Alors qu'elle est formidable et il y a un besoin, une demande de la part des étudiants. Donc ça me semblait intéressant à relever. Voilà. Écoutez, merci de partager. Je vois que monsieur aussi, voilà, se lance aussi. Voilà, vous avez ouvert les débats. Allez-y, monsieur, vous avez la parole. Vous aurez une question spécifique à l'une de nos intervenantes? Sorry, I will speak in English. Is this okay? Please go ahead. Maybe I am the only person here, so. Je suis peut-être la seule personne qui utilise la traduction, mais je m'appelle Hamad Suleiman. Cette session a été extrêmement intéressante pour moi. Vous avez parlé de l'investissement en Tunisie, au Maroc. Et peut-être que pour les étudiants français, ou qu'en français, pardon, vous avez de nombreux problèmes, et notamment la terminologie utilisée et la langue utilisée. Je pense que de nombreux étudiants en Égypte se tournent vers la France. Il y a de nombreux programmes en France. Mais la plupart d'entre eux sont en français et pas en anglais. Donc c'est peut-être quelque chose à développer. Et les problèmes de mobilité entre le sud et le nord et le sud. Par exemple, nous avons des problèmes de mobilité avec les États-Unis. Nous recevons de nombreux étudiants des États-Unis qui viennent sur notre campus pendant plusieurs semaines et parfois même un semestre entier. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment d'important. Je pense que la jeunesse dans les campus du nord de la Méditerranée n'ont pas suffisamment d'informations sur les campus du sud de la Méditerranée. Oui. Est-ce que vous auriez une question pour l'un de nos experts? Oui. Je voudrais... Ce n'est pas vraiment une question, c'est un commentaire en réalité. Je pense qu'il est important de continuer à travailler avec les universités sur la rive sud. Je pense que c'est important de les renforcer, de les développer encore et encore. Ah, très bien, nous allons avoir un peu de parité. Vous pouvez poser votre question. Je m'appelle Nouron. Je viens d'arriver à Marseille, il y a tout juste 3 semaines. Et je suis en pleine expérience du corps européen de solidarité avec Bokrasawa. Et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de problèmes pour venir à Marseille. En effet, j'ai fait ma demande de visa et j'ai dû attendre pendant 3 mois. Je ne savais pas trop pourquoi. Mais j'ai enfin pu venir en France. Je suis là maintenant et je travaille dans différents projets au sein de Bokrasawa. Je travaille sur des projets de mobilité et j'étais d'ailleurs absolument fascinée par cette question de mobilité. Parce que je pense que la mobilité joue un rôle très intéressant au sein d'une association culturelle qui travaille sur l'éducation non formelle. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Parce que je pense qu'il y a une véritable différence entre
vivre une expérience chez soi et venir vivre dans un pays ou se rendre dans un pays juste pour voyager. Vivre ici, être impliqué, découvrir par soi-même les différents contextes, les différentes situations sociales dans lesquelles nous nous trouvons. Ça demande des efforts très importants. Ça nous ouvre les yeux sur différentes perspectives et points de vue. Et c'est pourquoi je voulais vraiment souligner ce point, parce que je pense que la mobilité joue aussi un rôle sur la question de l'éducation non formelle et comment est-ce que l'on peut partager les outils pédagogiques liés à l'éducation non formelle. Et comment cette mobilité permet-elle de partager ces outils pédagogiques? Vous avez raison. Pour renforcer cela, la mobilité, les cultures, les échanges culturels, parce que cela donne des informations positives, comme on le disait, cet espace commun. Nous avons ici une histoire commune, partagée, des expériences communes, bonnes ou mauvaises, mais elles existent. Est-ce que vous avez une question pour un de nos experts? Vous avez fait un commentaire qui était très intéressant, mais peut-être que vous avez une question à poser à nos intervenantes. Ma question serait peut-être comment nous pouvons surmonter cette barrière et comment nous pouvons faciliter la mobilité à une plus large échelle dans plusieurs programmes, pas uniquement dans les universités, pas seulement dans des programmes comme Erasmus+, ou des programmes d'échange, mais comment pouvons-nous utiliser la mobilité comme outil grand public dans différents secteurs? Et qui souhaite répondre à cette question? Français aussi, comme vous le désirez? Oui, je pense qu'elle comprend, elle est francophone, pour vous dire. Donc, ok, d'accord. Donc, on passera de la langue de Shakespeare à la langue de Molière pour cette fois-ci. Parce que c'est un des problèmes qu'on a à Alexandrie ou en Égypte, parce que... Mais si vous me permettez, juste parce qu'il y a encore d'autres personnes qui voudraient intervenir, c'est que vous répondez à la question de mademoiselle et après, je donnerai le micro à monsieur. Merci. Je pense par vous, peut-être, Nouran. Ça veut dire que si on veut développer ces mobilités, il faut aussi que vous êtes aussi des ambassadeurs de ces mobilités, les gens qui participent à ces opportunités. Et à travers vous et à travers les programmes qui sont là, je laisse après les autres répondre. Monsieur. Bonsoir. Si vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous... C'est vrai, comme ça, c'est moi. Non, vous levez. Merci. Bonsoir, je m'appelle Anwar Rachman. Donc, je réagis un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je trouve que, alors sans vouloir apporter une dimension un peu grave ou sinon négative au récit des migrations qu'on observe aujourd'hui entre les deux rives ou bien dans le bassin méditerranéen, mais je trouve qu'aujourd'hui, souvent, on essaye de se donner une image un peu positive. Moi, je vis à Alger aujourd'hui, donc je suis français algérien. J'ai vécu toute ma vie en France et ensuite j'ai décidé d'aller m'installer pour entreprendre en Algérie. Et ce que j'observe, c'est que quand même, moi je suis dans l'éducation et dans le tourisme. L'éducation, par exemple, les gens investissent beaucoup, par exemple, au Maghreb pour que leurs enfants partent ensuite en Europe. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent partir en Europe, s'installer en Europe et gagner européen, gagner en euros. Ceux qui sont c'est plutôt une remarque, plutôt une question, mais ceux qui sont ce qu'on appelle harraga, par exemple, chez nous, sont des gens qui veulent quitter à tout prix le Maghreb pour aller en Europe, pour gagner. Et aujourd'hui, il y en a qui vous disent que, par exemple, un harraga qui arrive, par exemple, à Marseille, qui commence à travailler, il gagnera plus, même au noir, que s'il était resté, il avait un job correct en France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Donc, il y a quand même un récit quand même qui est, alors sans vouloir être grave, mais on doit comprendre aussi que ces gens qui partent, ils quittent, ils fuient. Et ils partent parce qu'en fait, ils ne trouvent pas d'opportunité. Alors, sans vouloir avoir une dimension néo-marxiste, en mode genre, oui, il y a des classes sociales qui vont quitter, mais je me suis rendu compte que même les plus riches financent énormément, payent beaucoup pour que les enfants partent. Donc, la vraie question, c'est que ce sont quand même des territoires très riches, culturellement, avec un patrimoine très ancien, etc., mais qui voient aujourd'hui, qui deviennent exsangues parce qu'ils voient leur jeunesse partir ou vouloir partir. Moi, je rencontre, par exemple, des gens qui sont extrêmement riches en Algérie, qui veulent aller partir parce qu'ils en ont marre. Donc, le vrai point, c'est comment faire pour redynamiser ces territoires. Alors, c'est toute la question, redynamisation de ces territoires, faire en sorte qu'il y ait une volonté. Alors, ça monte et ça descend, mais
est-ce que c'est par l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est par des créations de partenariats, des entreprises qui vont revenir s'installer ici? Je ne sais pas. Il y a tout un travail de redynamisation, mais qui est absolument nécessaire, parce que sinon, ce qu'on a observé... Félicitations, parce que vous avez déjà 2 réactions de nos experts. C'est ce qu'on observe. Madziela vient intervenir en premier, et puis à vous, je vous laisse un Benaya. Je veux peut-être rajouter à ce point, c'est un peu illusoire peut-être de se dire aussi que en fait, les gens qui vont, comme moi par exemple, qui avons double passeport, en fait, on fait des allers-retours, mais en fait, on compte pas, en fait, parce que c'est pas, même ceux qui vont étudier, faire un VIE en Algérie, bon, après, ils repartent en France. Un point très intéressant. Madame Mezzela, je vous laisse la parole. Ensuite, pour clôturer, Madame Benalaya, et malheureusement, faute de temps, j'arrêterai une clôture. Donc, je vous laisse en 2-3 minutes, s'il vous plaît. Il y avait beaucoup, je vous remercie, il y avait beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je voulais juste rebondir justement sur ce dernier élément que vous citiez, c'est-à-dire le fait que vous avez un double passeport, ou etc. Et vous n'êtes pas unique. Hein, on est bien d'accord que cette mobilité pendulaire, elle existe bien. Et ce qu'on montre aussi dans les études en migration, c'est qu'on n'est plus comme par le passé, avec un point de départ et un point d'arrivée, mais on est dans soit des mobilités pendulaires, soit des mobilités multisituées. On part là, et puis après, avec des moments de transit qui peuvent être très, très longs, et aussi parfois, quand on n'a pas le soutien de la famille ou du réseau, eh bien, très douloureux aussi. Voilà, mais on n'est plus seulement dans un point de départ et un point d'arrivée, comme ça pouvait être encore dans les années 50, 60, 70. On a développé quand même cette mobilité circulaire, pendulaire, etc. Madame Benaya, je vous laisse maintenant vous. Oui, alors c'est marrant parce que ça m'a fait penser au fait qu'on voit de plus en plus d'Européens venir s'installer, par exemple en Tunisie, pour des raisons qu'ils citent et qui sont un meilleur pouvoir d'achat pour eux et en euros, parce qu'ils sont payés en euros ou retraités en euros, et aussi pour la qualité de vie. Alors, effectivement, il y a le discours économique, c'est-à-dire on veut partir pour mieux gagner sa vie, etc. Mais depuis des années que nous menons des enquêtes, mes collègues à moi, psychologues et sociologues, on se rend compte que le discours économique cache une autre motivation beaucoup plus profonde. Il ne faut pas croire que l'essentiel est économique. Il est plus de l'ordre de la réalisation de soi, de l'accomplissement et d'un sentiment, le sentiment de fuir quand même un contexte vécu comme oppressif. D'ailleurs, en venant parfois ici, ils se rendent compte qu'ils sont également dans un vécu négatif, parce qu'ils s'imaginaient autre chose. Et d'où, parfois, malheureusement, les mauvaises expériences. Moi, je dirais que derrière le discours économique, surtout pour les catégories défavorisées, curieusement, paradoxalement, il y a le besoin de reconnaissance. Mais vraiment, c'est ce qui ressort dans ce qu'on entend auprès des jeunes et dans les analyses qu'on mène aussi pour dégager des logiques implicites dans le discours. Parce qu'il y a le discours, mais il y a aussi la structure de ce discours qui va nous donner beaucoup d'informations, beaucoup plus que ce qui est explicitement dit. Moi, je pense que tout est un problème d'interaction. Donc, ce n'est pas un problème lié à une zone spécifique du contexte. Moi, je pense que tout est dans l'interaction, dans les représentations, comment on se représente l'ailleurs, l'altérité, etc. D'ailleurs, une fois qu'on est sur place, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on s'imaginait, aussi bien sur le plan économique que sur le plan relationnel avec les autres, etc. etc. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que autant chez les catégories favorisées, l'économique prime, autant, moi, je dirais que dans les catégories défavorisées, ce n'est pas l'économique qui prime, paradoxalement. Et c'est ce qu'on observe dans nos enquêtes qu'on mène depuis quand même avant la chute du régime de Ben Ali et depuis. Donc après aussi la chute du régime de Ben Ali. C'est très curieux, hein, c'est très curieux. J'ai Madame Kemia qui voulait encore rajouter quelque chose. Et puis dernière parole, vraiment bien parce qu'on sera vraiment hors limite. À vous, Madame Sobri. Comme ça, on a tous une parole, je dirais un temps équilibré de part d'entre vous. Je vous en prie. C'est un commentaire très court. Moi, je pointe du point de vue du Mexique parce que j'y ai vécu 19 ans. Et c'est vrai que c'était plutôt évidemment, on a les migrations qui
qui se font illégalement et tout, mais c'est aussi les personnes qui sont très privilégiées qui partent. Mais j'étais étonnée au début, mais en même temps, quand on réfléchit, à l'école, on nous apprend plutôt l'histoire. L'histoire qu'on nous apprend, c'est pas vraiment l'histoire mexicaine, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des États-Unis. L'histoire, elle commence à partir, on nous apprend la Première Guerre mondiale et tout. Et je pense que aussi une des raisons pour lesquelles les personnes ont comme en tête, comme destination, l'Europe ou les États-Unis, c'est justement parce qu'il y a pas un refus de notre propre culture, mais il y a un manque de connaissances sur notre propre pays, sur les opportunités qu'il y a et ça commence dès l'éducation, parce que si depuis tout petit on nous dit que ce qui compte c'est l'Europe et c'est les États-Unis, bah, évidemment on assimile et on intègre cette pensée-là, et je pense que ça joue aussi dans cette mobilité vers le nord. Au final, pour vous, madame. Je ferme par juste que comme je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, du coup, je vous invite à avoir un site. Comme ça, vous pouvez trouver aussi la mobilité qui est pour pas les étudiants, pour les jeunes qui s'intéressent à participer dans des échanges culturels ou une mission de volontariat. Il y a une expérience qui est unique en France, qui regroupe 8 associations qui travaillent sur la mobilité, qui est vraiment initié par des associations du Sud qui s'appelle CAMI, C-A-M-I. Vous pouvez chercher le site et comme ça, C-A-M-I Mobilité. Comme ça, vous pouvez trouver toutes les missions et on travaille avec 70 pays. Donc, vous pouvez trouver aussi les pays qui vous intéressent et les missions qui vous intéressent. Voilà, merci. Je vous remercie. Moi, d'habitude, je termine toujours par une citation mes panels, mais quand je vous ai vu tous vos propos, que j'ai entendu la manière de créer un espace commun, moi, je ferai alors une petite touche personnelle. Moi, je suis polonais, mes parents avaient aussi migré. Il y a une chose qui m'a toujours manqué dans l'éducation, que j'ai partie en grande partie en Belgique, c'est de parler d'histoire de l'Europe centrale, qui était commune, en fait, et qui est une histoire commune à l'Europe. Et ça a manqué. Et j'ai vu combien il y avait de méconnaissances de la part de mes collègues en classe, qui nous voyaient quelque part... le célèbre Revanche du plombier polonais qui est arrivé en 2004. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Normalement, je fais une citation, mais je voulais partager cette histoire personnelle. J'espère que ce n'est pas être trop égoïste de ma part, que je ne laisse pas le protocole. Mais ce que vous avez cité, de créer cet espace commun en changeant le vocabulaire, en créant peut-être des modules scolaires qui puissent apprendre et prendre une large champ de créer cet espace commun, me semble en tout cas des solutions concrètes à soumettre en tout cas aux personnes qui nous écoutent, décideurs, politiques, de la vie privée. Merci à tous. Je voudrais remercier aussi l'auditoire parce que vous avez été vraiment super avec tous les échanges. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne suite de conférences. Un tout dernier mot, vu qu'on clôture, je voudrais que vous quand même féliciter les techniciens derrière. Ils sont là derrière. Grâce à eux, nous pouvons aussi modérer. Toutes les équipes derrière, les coordonnées, les partenaires qu'on avait cités au départ. Il y a vraiment beaucoup de gens derrière qui rendent ça possible et je voudrais tous les remercier et les féliciter. Merci à vous et je vous dis à demain.